Et salut tout le monde, vous écoutez l'épisode pilote de Total Régal, le podcast où on se raconte un jeu sans se la raconter. Moi, c'est Bigot et j'ai le plaisir de vous proposer cette émission avec l'ami Oxydo. Et salut Oxydo, la forme ? Eh ben salut Bigot, ça va très très bien, très heureux de me lancer dans cette nouvelle aventure en ta compagnie. Ah oui, on espère que ce sera une belle aventure et merci à toi. Car c'est toi qui as eu cette idée originale l'été dernier, souviens-toi. Et d'ailleurs, est-ce que tu pourrais décrire le concept de ce podcast à celles et ceux qui nous écoutent et qui vont le découvrir ? Alors, idée originale, pas vraiment, car elle m'est venue en écoutant le podcast Cinéma, qui s'appelle Calmos, de Hugo Alexandre et David Honora, à qui je rends hommage, et qui consiste à ce que l'un des deux en fait raconte en entier un film à l'autre qui ne l'a pas vu et donc qui ne le connaît pas ou très peu. Et une chose m'est venue à l'esprit, qu'est-ce que ça donnerait dans le cadre d'un jeu vidéo ? D'accord, je vois. Donc un plagiat éhonté de Calmos. Ne nous mentons pas. Hein. Tout à fait, voilà. Mais non, ça, on dira qu'il s'agit plutôt d'une filiation, d'une transposition, hein, une adaptation, voilà, du podcast de Calmos dans le domaine du jeu vidéo. Exactement, j'espère qu'ils ne nous en voudront pas. C'est un podcast, donc un format audio que vous pourrez retrouver sur la plupart des plateformes de podcast et sur YouTube. Ce sera un rendez-vous mensuel d'environ 1h, 1h30. Et le concept est on ne peut plus simple, donc dans chaque épisode, l'un de nous va raconter à l'autre un jeu vidéo que l'autre n'a pas fait. Et donc voilà, toi, chère auditrice, cher auditeur, tu n'as qu'à te placer soit dans la peau de la personne qui connaît déjà le jeu, ou bien dans la peau de celle qui le découvre. Oui. Et ce qui est chouette, c'est aussi que ça nous donne un cadre finalement assez libre et léger pour qu'on puisse papoter tranquillement de jeux vidéo et partager ça avec vous. Ça va être donc l'occasion de discuter, de faire des petits jeux aussi, des quiz, etc. en guise d'interlude. Et puis aussi, pourquoi pas, inviter quelqu'un ou quelqu'une à se prêter à l'exercice sur le jeu qu'il ou elle n'a pas fait. Et cela permettrait aussi un peu d'élargir le panel. Donc revenons au jeu d'aujourd'hui. De quel jeu va-t-on parler, Oxydo ? Ou plutôt, de quel jeu vas-tu nous parler, puisque c'est toi qui seras celui qui raconte dans ce premier épisode ? Bien sûr, tu le sais, parce qu'on en a discuté, on a choisi le jeu ensemble, évidemment, pour ce pilote. Et donc pour cet épisode, je vais te raconter, mon cher Bigot, le jeu Runaway. Un jeu qui est sorti en France en 2003 sur PC, qui a été développé par Pendulo Studio et édité chez nous par Focus Home Interactive. Et je ne t'en dis pas plus, parce que par rapport au cinéma et à d'autres formes artistiques, le jeu vidéo a une particularité, une spécificité, c'est évidemment l'interactivité. Et donc au-delà de l'histoire et de son déroulement, de ce qu'on voit à l'écran, des graphismes, des musiques, c'est aussi le gameplay, le game et le play qui se racontent à travers un jeu que je vais essayer de te raconter à travers ce podcast. Et donc avant de commencer, j'ai envie de te poser une première question. Où est-ce que tu en es sur ce jeu vidéo, sur Runaway ? C'est-à-dire, où est-ce que tu te situerais sur une échelle qui va de je connais rien du tout à j'ai vu des bouts de jeu dans un teaser sur YouTube, alors pas à l'époque, parce que YouTube à l'époque, bon voilà, ou alors j'ai pu voir le speedrun du jeu dans un marathon Game Zone Quick, où en es-tu ? Runaway, sur une échelle, on va dire, de connaissance de 1 à 10, je dirais un demi, 0,5 sur 10. Ok, c'est pas très haut. Autant dire, voilà, que je connais quasiment rien. Alors, si, j'ai quand même un souvenir, même là, c'est très flou. Par contre, c'est très clair là où c'était dans ce supermarché Jumbo Score sur l'île de la Réunion. Et il y avait en tête de gondole, il y avait, alors je sais plus, c'était la jaquette de la boîte du CD ou les boîtes cartonnées, je sais plus si c'était encore des boîtes cartonnées un petit peu comme à l'époque des jeux LucasArts. Et je vois vaguement donc une femme latino très glamour, peut-être une décapotable à côté, mais alors vraiment pas plus. Et je sais pas pourquoi ça se mélange avec un film que j'avais vu à l'époque aussi, je sais pas si ça va te parler, qui s'appelle U-Turn. Je connais pas. Avec Jennifer Lopez, donc en termes de latino glamour, ça se pose quand même très haut, avec Sean Penn, et il y a une espèce je sais pas pourquoi j'associe un petit peu les deux, c'est pareil, c'est milieu des années 2000. Et donc l'idée que je m'en ferais de Runaway, je dirais que comme ça, je dirais une espèce de Broken Sword, donc chevalier de Baphomet.
un peu modernisé, puisqu'on est quand même, je sais pas, 5-6 ans après. Ouais, tout à fait. Donc, point and click, mais point d'interrogation. Et donc, voilà, un road movie, donc un road game en l'occurrence, avec Runaway, donc une fuite, une track, un road trip. En tout cas, très hâte de découvrir le jeu. Écoute, tu ne crois pas si bien dire, ce sont des éléments qui sont plutôt pertinents en fait. La jaquette, tu t'en souviens pas mal. Alors il y a aussi le personnage, le protagoniste, le personnage masculin à côté d'elle. D'accord. Sur la boîte du jeu. Mais effectivement, tu parles de road movie, tu parles de lien avec le cinéma. Tu vas voir que c'est un jeu qui assume totalement son identité aussi un peu cinématographique et qui s'inspire notamment pas mal de certains films aussi de l'époque et puis de toute cette atmosphère de l'époque du tournant des années 2000. D'accord. Dans ses thématiques et dans son esthétique aussi globale. Génial. Écoute, pour moi, pour te situer un peu le jeu, pour moi, ça s'inscrit vraiment dans la lignée des point and click auxquels je jouais sur l'ordinateur familial dans les années 90, notamment évidemment la série des Monkey Island, dont j'avais fait les 4 premiers épisodes à l'époque, et puis Myst, en 93 aussi. Donc c'était vraiment la grande époque du jeu d'aventure en point and click. Alors, petit point rapide quand même sur le contexte de production pour que tu comprennes un peu mieux d'où ça vient, ce Runaway. Ça vient donc de Pendulo Studio. Pendulo, c'est un studio qui a été fondé par 4 amis de fac à Madrid en 94. C'est un studio espagnol. D'accord. Qui est né dans la foulée de l'âge d'or du logiciel espagnol des années 80. Il faut savoir que dans les années 80, l'Espagne était vraiment le 2e producteur de logiciels de divertissement 8 bits en Europe, qui a connu une fin assez abrupte à l'avènement des consoles 16 bits, notamment l'Atari ST, la Super Nintendo, la Mega Drive. C'est quel type de jeu, par exemple, il y avait qui ressortait un petit peu du lot ? C'était des jeux, surtout des logiciels, des petits logiciels soit ludo-éducatifs ou des jeux d'aventure, des choses comme ça. Et effectivement, l'Espagne était vraiment assez en pointe en fait à ce moment-là, avait bien pris ce tournant du divertissement dans les années 80. Mais à l'arrivée donc des consoles 16 bits, ça va se dégringoler un petit peu et les années 90 sont assez difficiles en fait pour la production espagnole. Et Pendulo galère un peu en vérité. Donc ils font un premier projet qui s'appelle Igor en 94. Et leur premier gros succès en Espagne, ça va être un jeu qui s'appelle Hollywood Monsters en 97. Et donc Runaway, en fait, ça a été pensé au départ comme la suite de Hollywood Monsters et finalement qui s'est métamorphosé pendant le développement en quelque chose de totalement différent. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'en 2001, l'éditeur espagnol qui s'appelle Dynamic sort Runaway, mais l'éditeur fait faillite quasi instantanément, ce qui va mettre Pendulo en très grande difficulté parce qu'il y a une longue bataille judiciaire qui s'enclenche notamment pour racheter les droits du jeu, pour pouvoir le republier. Donc un jeu qui n'a jamais failli sortir finalement. Qui a failli ne jamais exister, qui a failli totalement ne jamais, ou alors qui a failli être noyé dans la faillite finalement de son propre éditeur. D'accord. Et en fait, il a été un peu sauvé par son exploitation internationale, c'est-à-dire que notamment j'ai retrouvé le témoignage de Cédric Lagarrigue, qui est l'ancien président de Focus Interactive, qui raconte qu'en 2000, Focus, c'était vraiment, aujourd'hui c'est un gros truc, mais à l'époque, en 2000, c'était une petite boîte avec 3 salariés, quoi, et qui a connu plusieurs succès d'édition, notamment Sudden Strike, Cossacks, Cycling Manager, au tournant des années 2000. Qui ont été des gros succès, et à l'époque les jeux d'aventure avaient presque totalement disparu, c'est-à-dire avec l'essor de la 3D, des effets spéciaux, etc. Et Lagarrigue repère Runaway en Espagne et il veut absolument le sortir en France. Et donc en 2003, il sera sorti en France, puis aussi en Allemagne, etc., dans le marché européen. Et il sera marketé d'ailleurs comme le retour de la grande aventure. Voilà, c'est ce qui a marqué sur la boîte du jeu, Runaway, le retour de la grande aventure. C'est ce que je vais te dire parce que tu parlais tout à l'heure un petit peu ce qu'on appelle dans l'âge d'or du point and click, et c'est vrai que moi, on va dire, c'était plutôt à partir de milieu des années 90 que ça dégringole vraiment, et on va dire c'est un peu silence radio. Tu disais 2001, 2003, je sais plus exactement la date. Voilà. 2001 en Espagne et 2003 en France. Et disons que oui, peut-être qu'il n'y avait pas beaucoup d'éditeurs qui croyaient encore au point and click à l'époque. C'est ça, et le succès international de Runaway était un peu une surprise finalement, et a relancé d'une certaine manière un petit peu les jeux d'aventure point and click de cette manière-là. D'accord. Et donc, pour passer directement au cœur du sujet, on commence avec une petite introduction. On a appuyé sur nouvelle partie
Ah, Et donc, on se lance dans l'histoire et on commence directement avec un fond totalement noir. ok. On est sur fond noir, il y a un personnage qui apparaît, qui est sur fond noir assis, qui s'adresse à nous pour raconter son histoire. D'accord. Donc, ce n'est pas un hommage à Xenogears, hein, c'est bien Runaway, mais on est sur une chaise. D'accord. Donc, le personnage face cam, il regarde vraiment Face le cam. joueur. Ouais, ok. Plan buste, face cam, il nous regarde et Ok. donc c'est un jeune homme blanc, cheveux châtains, lunettes de soleil, un t-shirt New York City. Ok. Il annonce la couleur tout de suite, donc il s'appelle Brian. Voilà. Et il va nous raconter Brian. l'histoire qui lui est arrivée quelques semaines auparavant. Et donc le jeu prend narrativement la forme d'un immense flashback. Très bien. Pour te donner une idée, pour que tu visualises un petit peu plus, Brian, il a la voix de Thierry Ragueneau en français. C'est le doubleur qui double Simon Baker dans Le Mentaliste, notamment. Très bien. Je n'ai pas forcément la ref, mais d'accord. Oui, une voix, comment dire, quand même assez, chaleureuse et séductrice, on va dire. Exactement. Si tu veux, c'est celui aussi qui avait doublé Eric, le prince Eric, dans La Petite Sirène. Ah oui, ok. Je sais pas si tu situes. Voilà. Ok. Et là, en termes, on va dire, psychologiques, on va dire, on est un peu dans la même nature de personnage ou non? C'est juste pour fixer le terme de. Tu vas voir. Il est là pour l'instant. Il est assez, il est assez un peu séducteur dans sa manière de parler, un peu à l'aise. Mais tu vas voir qu'il va passer par plusieurs stades. Très bien. Donc le doublage français d'ailleurs a été vraiment soigné. C'est une vraie qualité du jeu hein, à l'époque. Il y a pas mal de noms importants du doublage français de l'époque. Très bien. Et Brian nous pose directement une question aux joueurs. Oui. Hein. Avez-vous déjà remarqué comment un événement peut transformer votre vie en l'espace d'un clin d'œil? Ah waouh, ça accroche grave là. Est-ce que d'accord. tu as déjà remarqué cela, toi, Bigot? Est-ce que tu as déjà remarqué comment un événement peut transformer ta vie en l'espace d'un clin d'œil? Oui, bien sûr. C'est pas plus tard qu'hier, en fait, je ne pouvais plus utiliser ma carte bleue alors que j'étais à l'étranger. Mais voilà. Cet événement a transformé ma journée en une journée de galère absolue. Bon, la portée a été si limitée puisque l'incident a été rapidement résolu. Mais oui, je vois l'idée. Oui. Tu vois, on pourrait en faire un jeu vidéo. Bon. Ah bah, et puis surtout, c'est intéressant d'accrocher le joueur par une interrogation de ce type-là. Exactement. Et donc, il se présente, Brian. C'est un New-Yorkais de 23 ans. Il est étudiant en physique à Columbia et il vient d'obtenir une bourse pour un doctorat à Berkeley, en Californie. Et donc, tu vois déjà, tu parlais de road trip, hein, de road movie, de road game, tu vois déjà le modèle du passage à travers les États-Unis, de la côte Est à la côte Ouest. Bien. Petit teasing de Brian à l'attention du joueur. J'étais loin de me douter de ce que le destin avait en réserve pour moi. Tintintin. Et petite musique indie rock qui commence à partir d'ailleurs, avec un montage en surimpression de plein de futurs moments du jeu. En fait, il y a vraiment une espèce de teasing incrusté là dans l'intro. Incroyable, ok. Avec des promesses de rencontres incroyables, de risques, d'embrouilles qu'il va falloir surmonter. C'est son film de vacances en fait. C'est un peu ça. C'est vraiment son film son road trip de vacances de la côte Est à la côte Ouest. Et là, on a le fameux, tu sais, scratch de vinyle, là. Tu sais, le disque qui s'arrête, là. Commençons par le commencement. Et donc, avant de partir, Brian doit passer prendre un bouquin dans une librairie de Manhattan. Et il nous dit, cette décision a changé ma vie. D'accord. Donc c'est ça l'événement un peu clé qui a déclenché tout après les péripéties qui risquent de suivre. Exactement. C'est la décision qui va changer véritablement le cours de sa vie. Cut. Début du flashback. Donc on quitte le personnage qui était sur fond noir qui nous parlait. Début du flashback, on est dans une banlieue de New York, suburb typique américain. C'est le soir, bruit de luciole. Brian range sa valise dans le coffre. Il y a un plan d'ailleurs un peu à la Pulp Fiction, tu sais, à la Tarantino, depuis le coffre. Avec la caméra qui est dans le coffre. Donc il y aura un certain nombre de références cinématographiques dans le jeu. C'est la première d'entre elles. Très bien. Et ce qui est assez intéressant, c'est que le Brian qu'on voit là ne ressemble pas du tout au Brian qui était narrateur, donc qui est postérieur finalement, puisque là, il a des lunettes, l'arrêt sur le côté, vraiment la gueule de bon élève. D'accord, donc le voyage, là, a priori, l'a transformé, donc. Exactement, il a même transformé physiquement, je veux dire. Ouais, d'accord. La voiture démarre, direction Manhattan, dont la skyline se dessine dans le lointain, il y a un beau travelling vertical le long de la Statue de la Liberté, et devant les gratte-ciel s'écrit en immense « Runaway, a road adventure », donc une aventure routière. Voilà. Ok. La messe est dite.
Et c'est la première fois d'ailleurs dans ce petit générique qu'on entend le thème musical qui est chanté et qui a été créé spécialement pour le jeu. C'est la chanson Runaway. C'est pas de Bonsky Beat. non, c'est pas celle-ci. Runaway. C'est pas celle-ci. C'est une chanson qui est interprétée par Vera Dominguez du groupe Liquor, qui est un groupe espagnol, mais dont la voix ressemble énormément, pour te situer, à celle de Dolores O'Riordan des Cranberries. Tout à fait. Le timbre de voix est vraiment extrêmement similaire. Et donc une chanson qui nous dit Runaway, il va falloir partir, il va falloir s'enfuir. Très bien. Et on a un beau générique d'ailleurs en split screen, avec d'un côté une caméra qui se balade en totale liberté à travers les gratte-ciel, les rues de New York, modélisées en 3D. Et de l'autre, quelques esquisses préparatoires de personnages du jeu avec les noms de l'équipe qui s'affichent en dessous. Alors on a un peu de 3D, mais le jeu sera vraiment en 2D, ce seront des environnements en 2D, avec des personnages qui seront un peu modélisés de semi-3D. Bon, voilà. D'accord, mais ça restera dans le même cadre technique que ce générique d'introduction qui est très cinématographique. Donc, on va dire, on voit une différence vraiment marquée graphiquement entre. Oui, graphiquement, oui. On va passer dans des décors qui seront totalement en 2D. D'ailleurs, la caméra finit par plonger dans une ruelle qui est à l'arrière d'un club. D'accord. Qui est mal éclairé, et donc on retourne dans un décor en 2D avec des modèles de personnages en 3D, mais qui est pas une 3D trop, tu vois, pas pixelisée, mais triangulée, tu vois. C'est une 3D qui est assez sobre. Très bien. Qui fait un peu animé, voilà. Ok, donc potentiellement c'est un jeu, j'anticipe peut-être beaucoup, mais qui n'a pas trop vieilli graphiquement, on va dire, où ça ne jure pas trop graphiquement. Non, c'est ça. C'est un jeu qui tient encore la route, tu vois, qui a beaucoup moins vieilli que d'autres jeux de l'époque, ou même plus récents d'ailleurs, qui se sont trop mis. Par exemple, je pense à le premier exemple qui vient en tête, c'est Escape from Monkey Island 4, qui lui a des environnements en 3D total et qui est vraiment au niveau ergonomique une plaie aujourd'hui. Alors que celui-ci vraiment fait des choix qui vont tenir la route encore, disons, 25 ans, quasiment 25 ans plus tard. Oui, je vais pas faire le parallèle tout le temps, mais Broken Sword, c'est un peu ça, quand sur les épisodes 3-4, quand ils font le choix de partir dans la 3D, ils s'égarent énormément. Exactement. Pareil pour Gabriel Knight. Donc on est dans une ruelle à l'arrière d'un club, mal éclairé comme je disais. Une jeune femme sort dans la ruelle depuis une porte. Rien à voir avec... là, on a complètement quitté Brian. On n'est plus avec Brian pour l'instant. Brian n'est plus là, il a pris sa voiture, il part vers Manhattan. Et là, on est dans cette ruelle, et cette jeune femme sort dans la ruelle depuis une porte qui est dans l'immeuble d'à côté, en 4e vitesse. Okay. Elle est essoufflée, elle est brune, très belle, robe rouge moulante, on la voit, c'est celle qui était sur la boîte, hein, et elle essaye de courir vers la grande rue la plus proche, et à sa poursuite, il y a 2 gros bras patibulaires en costard, grand blond coupe en brosse, un autre, il est plus roux avec un bandeau sur l'œil, bon, c'est les méchants. Oui, voilà. Il y a un bruit de frein et de choc qu'on entend, et donc on comprend que Brian en fait a percuté la jeune femme, a priori en voiture. Aïe. Elle est inconsciente. Les 2 gorilles derrière s'arrêtent, ils veulent pas être aperçus, donc ils restent dans la ruelle, et Brian embarque la jeune femme avec lui vers l'hôpital le plus proche. Ok. Et là on a un dialogue entre les 2 méchants, là, on s'occupera d'elle à l'hôpital. Le danger rôde encore. Ouais. Départ en trombe de Brian pour arriver au Soho Hospital, là, qu'on découvre avec un plan d'ailleurs très aérien en plongée presque totale. Il y a pas mal de recherches formelles dans les cinématiques, même un peu trop parfois, dans les plans. Oui, clairement, c'est ce qui ressort de ce que tu décris. Oui, ça a l'air vraiment, au niveau de la caméra, de s'amuser pas mal. Ouais. Inspiration très cinématographique, même pour le générique chanté, tu sais, ça fait vraiment thème de film, un peu à la James Bond, ou thème musical, ou à la Top Gun, enfin bon. Et on arrive dans le premier chapitre qui s'appelle Le Grand Sommeil. On retrouve Brian sur sa chaise. Tu sais, on va faire des allers-retours entre la narration et les flashbacks, qui nous explique donc, tandis que le titre du premier chapitre donc, s'affiche à l'écran, que la fille finalement n'était que légèrement blessée, elle était en état de choc surtout, et les infirmières lui ont donné des cachets pour dormir. Elle s'appelle Gina, et déjà Brian est sous le charme, hein, on le sent, et il décide de passer d'ailleurs lui dire au revoir dans sa chambre d'hôpital, avant de partir, parce que je rappelle qu'il doit toujours aller en Californie, hein, pour faire son doctorat. Tout
tout à fait. Ok. Avant de s'écrouler pour dormir, Gina le supplie de rester parce que, je cite, « Ils veulent me tuer ». Waouh. Ils veulent me tuer. Bon, Brian est un peu déboussolé. Alors, petite parenthèse, la voix de Gina, c'est celle de Barbara Tissier. C'est la doubleuse française, notamment de Cameron Diaz. D'accord. Et d'ailleurs, dans un making-of, les créateurs du jeu expliquent que le design de Gina a pas mal évolué, a été compliqué à trouver. Plusieurs inspirations de stars de l'époque, notamment de Natalia Estrada, qui est une animatrice espagnole, et Jennifer Connelly aussi pour le visage. D'accord, je vois bien. Ils veulent me tuer. Et donc on a l'explication, alors que Gina est dans son lit d'hôpital, Brian est penché sur elle, et là donc on a un flashback dans le flashback. Waouh. Gina explique à Brian ce qui s'est passé lorsqu'elle est partie, lorsqu'elle a quitté, lorsqu'elle allait dans la ruelle, ce qui s'est passé juste avant. Et donc elle explique à Brian qu'elle est chanteuse. Elle est chanteuse au Pink Iguana, donc un bar lounge de New York. Et alors qu'elle finissait son spectacle, son père est passé la voir après son spectacle, et son père il bosse pour une agence gouvernementale. Et le père explique à Gina qu'il est en danger, il lui donne un crucifix en bois. Waouh. Voilà, item assez étonnant, et il lui dit surtout de ne faire confiance à personne, même pas à la police, etc. Gina voit son père être emmené dans la réserve, derrière, dans l'arrière-boutique, là, par les deux gros bras qu'on a vus plus tôt, qui s'appellent Gustave et Féodore. Son père, entre-temps, s'est carapaté, ou est son parti. Père, non, ils l'ont emporté. Elle s'est réussi à se cacher, mais ils ont emporté son père dans la réserve pour l'interroger. D'accord. Donc c'est deux mafieux, mais qui travaillent en fait pour les deux chefs de la mafia, qui sont les frères Sandretti. Alors ces deux chefs de la mafia bien caricaturaux, tu vois. T'as un vieux tout maigre qui ressemble à Louis de Funès. Oui, d'accord. D'ailleurs avec la voix de Moe dans Les Simpsons. Excellent. Avec un accent italien à couper au couteau. Ah, génial. Que je ne m'aventurerai pas à refaire ici. Mais si tu peux. Et l'autre qui est plus large que haut, avec une énorme cravate rouge, une écharpe autour du cou. Bon, c'est les deux mafieux italiens caricaturaux. Tabassage en règle du père. Okay. Les mafieux veulent évidemment récupérer le crucifix. Et le père meurt sous les yeux de Gina, qui s'était cachée pour regarder, pour observer. Elle crie, elle s'enfuit. Et c'est là qu'elle se jette sous les roues de Brian. Et donc avant de s'endormir, Gina demande à Brian de ne pas l'abandonner, surtout parce qu'elle a peur que ceux qui viennent de tuer son père viennent la tuer aussi. Et puis elle est seule, en tout cas par exemple elle ne peut plus trouver protection auprès de son père. Elle est toute seule. Une question de précision c'est le crucifix, c'est quel matériau? C'est du bois, c'est métal? C'est du bois. Du bois un peu sale, tu vois, un peu sédimenté. Enfin, il y a des pousses, il y a des choses dessus. C'est un peu sale, quoi. Donc il a plus une représentation, ou en tout cas peut-être quelque chose qui recèle à l'intérieur, je ne sais pas, plutôt que sa valeur, on va dire a priori, c'est pas un métal précieux avec des diamants incrustés qui fait que en soi, ok, a priori. A priori, c'est plutôt quelque chose qui va, voilà, qui est un peu, c'est pas sa valeur intrinsèque, mais voilà. D'accord. Il a une importance particulière, mais pour l'instant, on n'en sait absolument rien. Waouh. Donc Brian lui promet de veiller sur elle, même s'il doute un peu de son histoire à dormir debout. Et là, donc, la première phase de gameplay commence. Parce que là, pour l'instant, c'est juste une introduction. C'est assez long, d'ailleurs. Et donc, on est dans un... Dis-moi. Mais il y va, c'est parce qu'on va dire la romance commence aussi, mais oui, il y va sans trop d'hésitation finalement, parce qu'on pourrait se dire un doctorant, s'engager, on va dire, à protéger une jeune femme contre la mafia, ça peut être un peu compliqué, quoi. Exactement. Alors c'est là où il y a une des choses un peu incongrues, c'est qu'il y va vraiment sans hésitation. Enfin, avec un tout petit peu d'hésitation parce qu'il se demande si vraiment son histoire est juste, mais tu vas voir qu'il va faire déjà des trucs assez dingues pour l'aider avant d'être sûr que son histoire tient la route. Et donc on a un gameplay typique là du point and click LucasArts, tu vois, on a un curseur en forme de croix qui peut se transformer en loupe pour observer ou en main pour utiliser les objets. On n'a pas le système de Monkey Island avec les verbes, tu sais, d'action, mais quelque chose d'un peu simplifié, mais qui est très typique du point and click des années 90. On a accès à un inventaire où on peut combiner des objets, les utiliser sur des éléments du décor pour débloquer des situations. Bon. Et là, l'objectif est un peu flou parce qu'on est dans cette chambre d'hôpital. Il faut s'assurer que Gina est hors de danger. Et il faut trouver un moyen de la protéger au cas où un des tueurs arriverait pour finir le boulot.
Et déjà, on clique sur des choses. Alors, il y a des petites blagues de Brian qui vont accompagner tout notre trajet. Exemple, je n'ai pas mon manuel de karaté en 10 leçons sur moi. Bon. Le personnage, il a tendance quand même à avoir un peu un avis sur tout. Oui, des fois, ça peut être un peu pénible. Bah, il faut qu'il soit loquace aussi, parce que c'est ça qui crée un petit peu du rythme, quoi, dans le. Mais oui, je vois. Et ça, et de l'empathie aussi avec le personnage. Mais là, l'idée, c'est de s'échapper de l'hôpital ou de calfeutrer la chambre, en fait, pour pas justement, c'est pas très clair. Parce que quand on clique sur le couloir, Brian refuse de sortir pour ne pas qu'une infirmière le voie et l'oblige à partir parce qu'on est en dehors des heures de visite réglementaires. D'accord. Et donc je te pose la question, qu'est-ce que tu ferais dans ces circonstances ? Tu as une jeune femme endormie qui veut que tu la protèges, tu es enfermé dans une chambre d'hôpital, que ferais-tu ? Alors, sachant qu'il y a les deux pitbulls qui peuvent surgir à tout instant, la première chose que je ferais, c'est que je bloquerais l'accès à la chambre en bloquant la porte. Okay. Et après, je verrai si là j'ai pas toute la configuration de la chambre, mais s'il y a une fenêtre, c'est notamment s'il y a la possibilité par la fenêtre avec. Je vais utiliser l'image éculée de la corde avec les draps en fait. Voilà, j'essaierai de peut-être si sous réserve évidemment que Gina, c'est ça, oui. Voilà, y retrouver un petit peu des forces, et bien de m'échapper par la fenêtre. Ok, pas mal. Alors, on est au dernier étage de l'hôpital, ça dit, donc c'est un peu haut. Il y a pas d'escalier de secours. Et il n'y a pas d'escalier de secours comme dans la plupart des films américains, malheureusement. Alors là, je vais aller un petit peu plus dans l'original. Est-ce qu'il y a, par exemple, ça paraît bizarre dans une chambre d'hôpital, mais un système de service, je sais pas, pour les plateaux repas ou pour le linge, en fait. Non, il y aura pas ça. Ah oui, pour descendre par le système, non, il y aura pas ça. Dernière option, peut-être se déguiser en personnel médical. Alors, c'est pas exactement ça, mais on s'approche. On s'approche un petit peu. Je vais pas te détailler précisément toutes les énigmes, tous les puzzles, c'est vraiment très rébarbatif. Mais en gros, l'idée va être de créer une fausse Gina dans le lit d'à côté. Il y a 2 lits dans la chambre. Excellent. On va créer une fausse Gina et donc après avoir étudié le plan de l'étage, on va chercher de quoi créer une fausse Gina. Il faut des oreillers, il faut, tu vois, une tête. Voilà. Et donc, comme tu disais, il est très prompt à aider cette jeune femme alors qu'il a quand même son doctorat à aller faire. Effectivement, il faut aller dans la réserve qui est de l'autre côté du mur de la chambre. Cependant, pour aller dans cette réserve, on ne peut pas passer dans le couloir. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va passer par la fenêtre. Et donc, Brian fait le funambule. On vient de rencontrer il y a 5 minutes. Il fait le funambule sur un rebord qui mesure la moitié de sa chaussure. On est au dernier étage d'un skyscraper pour accéder à la fenêtre d'à côté avec un plan vraiment terrifiant, vertigineux, pour aller récupérer ce qu'il nous faut dans la réserve. Donc, tu vois, Brian est déjà full, voilà, croque-love. Oui, il a déjà complètement évolué par rapport à sa situation initiale. Ok. Exactement, il est déjà dans un autre univers. Et alors l'équipe de développement a fait en sorte d'intégrer parfaitement les objets dans le décor, si bien que parfois ça s'apparente même presque à du pixel hunting, tu vois, il y a pas d'éléments qui va nous... contrairement à certains point and click où les objets peuvent apparaître un peu en surbrillance ou alors sont un peu détachés du décor derrière, là vraiment c'est très 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 intégré, et donc des fois ça peut être un peu frustrant aussi, il y a des trucs vraiment de 3 pixels de haut qu'il faut repérer. Il y a quand même le curseur qui se modifie, je suppose, quand tu... Et même pas forcément. Il y a juste un truc qui s'affiche en bas, prendre telle chose, mais vraiment, il faut avoir le curseur spécifiquement dessus, et des fois, c'est vraiment, tu passes le curseur sur tu fais une grille sur l'écran, quoi. D'accord. Juste, je pose la question maintenant, parce que peut-être que c'est pas sur cette séquence-là, mais est-ce qu'on peut mourir dans le jeu ? On ne peut pas mourir dans le jeu. D'accord. Non, on ne peut pas mourir dans le jeu. Il n'y a pas de choses timées. Il y a aucun moyen d'avoir un game over dans le jeu. Non. De retour dans la chambre, donc la supercherie commence. Brian dispose les oreillers dans l'autre lit pour simuler un corps. On met une tête de squelette, tu sais, squelette d'anatomie. Là. Oui. On a trouvé une perruque blonde dans le sac de Gina, qu'elle utilise sans doute pour ses spectacles de chant. On échange les fiches de suivi des patients qui sont accrochés au lit, après en avoir fait une fausse grâce à un feutre. Alors dans le feutre, il manque de langue, donc on a injecté de l'alcool dans le feutre avec une seringue, bon bref. Ouais. Et on a accès à la salle de bain qui jouxte la chambre. Il y a la douche et hors service, donc on entre dans la salle de bain, et là il y a une cinématique qui se déclenche, et il y a un des tueurs qui est déguisé en infirmier justement, qui entre dans la chambre et qui vide son chargeur dans
le mannequin, justement, qu'on vient de créer. Bonne alors intuition. que Gina dort profondément dans le lit adjacent. Donc la supercherie a fonctionné. Brian ressort, le tueur est parti, et donc maintenant, il est évidemment totalement convaincu par l'histoire de Gina. Hein. Mais point positif, les tueurs la croient morte. Donc on a un avantage, on a un peu d'avance, mais il faut s'enfuir le plus vite possible. Cependant, il y a un problème, c'est que Gina est endormie. Et donc, comment la réveiller ? On lui a donné un somnifère, hein, crier dessus, ça ne marche pas, la secouer non plus. Alors, c'est là où il y a des énigmes qui sont un petit peu complexes parce que, en fait, le personnage refuse de faire quoi que ce soit avant d'avoir lu le Vademecum où on explique comment on peut se réveiller de ce médicament. Le jeu est assez scripté dans ce sens-là, c'est-à-dire que Brian va refuser de faire des choses tant qu'on n'a pas débloqué cette possibilité-là. Ah oui. Il y a un côté un peu, disons, authentique, naturel, mais en même temps qui bloque parfois un peu la progression. Je comprends. Et donc, il faut lui balancer de l'eau au visage, tout simplement. Mais fuir pour aller où ? Alors, c'est la question. Pour l'instant, on ne sait pas encore. Il faut juste partir de l'hôpital. Pour l'instant, on ne sait pas encore. Et pour lui mettre de l'eau sur le visage, alors la douche est hors service, on a un gobelet mais qui fuit, donc on ne peut pas rapporter de l'eau depuis la salle de bain d'à côté. On peut pas prendre de l'eau dans ses mains, évidemment, parce qu'on est dans un jeu. Et donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Il va falloir craquer une allumette avec un aérosol pour déclencher le système anti-incendie de la chambre. Seulement, l'allumette... Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Exactement. D'accord. L'allumette termine sur le mannequin qui met le feu à la chambre. Donc, on fonce à la voiture, on s'enfuit. Petit dialogue, là, dans la voiture, on est sous les rails du métro aérien. Petite musique à la trompette, style film noir des années 40. Tu vois, détective femme fatale un peu. Et heureusement, Brian a pris le sac avec le crucifix qui a été confié donc à Gina par son père. Brian propose d'aller voir la police. Évidemment, il n'en est pas question. On ne peut pas faire confiance à la police, le gouvernement, blablabla. On va devoir découvrir tout ça nous-mêmes. Évidemment. Et donc Brian commence à s'agacer un peu parce qu'on rappelle qu'il a une thèse de physique qui l'attend en Californie. Et Gina, cependant, elle a du caractère. Et elle sort cette première punchline. Il y aura pas mal de punchlines dans le jeu. Vous avez essayé de me transformer en passage piéton et maintenant vous me condamnez à mort. Bon. Alors, avec un argument comme ça, évidemment, on ne peut pas refuser. Ça a l'air d'être efficace en tout cas parce que Brian décide finalement de l'amener avec lui. De l'amener où ? De l'amener à Chicago. Donc le road trip commence. Okay. Pourquoi à Chicago ? Parce qu'on va consulter un ami anthropologue qui s'y connaît peut-être dans ce crucifix, là, qui aura peut-être des infos sur ce fameux crucifix. Mais tout de même, on retrouve les méchants tueurs là qui sont à la sortie de l'hôpital et ils ont compris que Gina s'est échappée. Hein. Il va falloir la retrouver et ils ont l'identification de la voiture de Brian. Donc la traque commence. Ça va jusque-là, ça te plaît là, la petite intro du jeu ? Ah oui, totalement. Les ingrédients cinématographiques qui sont intégrés là sont assez plaisants. On voit que cette espèce d'hommage en fait qui est rendu un petit peu au cinéma de l'époque et même un peu dans le temps. Et puis oui, on retrouve aussi les ingrédients de point and click avec la recherche du pixel parfait ou les enchaînements en fait un peu forcés et des fois un peu lourdingues, mais après rigolo aussi quand on y arrive au niveau des énigmes. Donc c'est assez piquant. Et puis oui, hâte de voir ce qui va se passer après parce que ça m'a l'air long là, si on doit traverser tous les États-Unis. Ouais, alors tu vas voir qu'il y aura des petites accélérations quand même, mais bon, là t'as vraiment bien cerné en tout cas l'esthétique globale et l'atmosphère globale du jeu, c'est ce mix point and click, référence cinématographique et road trip quoi. Très bien, très bien. Et donc on arrive au deuxième chapitre, le mystère du crucifix, donc retour à la narration sur fond noir, hein. Et la narration ça permet de faire des ellipses en fait. Voilà, donc Brian nous raconte qu'on est allé vers Chicago et dans une musique un peu atmosphérique, la voiture se gare à l'arrière du musée d'archéologie et d'histoire naturelle de Chicago. Ok. Peine perdue cependant de cacher la voiture, hein, puisqu'il y a un type un peu court sur pattes là, avec une tête très louche, qui décroche le téléphone dans la cabine qui est juste en face de la rue. Et ce personnage, c'est Bob la citrouille. C'est un indique des frères Sandretti qui appelle directement New York City là pour alerter sur la présence de la voiture de Brian, malheureusement. Aïe, aïe, aïe. Bob décrit donc les occupants. Alors je cite. Un bouffon avec une bombasse, ça a l'air de correspondre au signalement quand même. Donc, on est quand même sur leurs traces. Très bien. Cut, on se retrouve dans le bureau de Clive, l'anthropologue, ami de Brian, blond, petites lunettes.
Dac. Et donc Clive explique dans un petit dialogue que le musée dispose d'une machine très puissante. C'est un scanner dernière génération qui permet de déterminer la composition d'un objet, de le dater, de le cataloguer, de savoir sa provenance, son origine. Bref, c'est vraiment la solution parfaite. On va analyser tout ça en profondeur. Ok. Cependant, il y a un problème, c'est que l'objet doit être dans un état impeccable, et c'est pas le cas du crucifix malheureusement, qui est recouvert de saletés diverses et variées, de trucs un peu incrustés dans le bois et tout ça. Il faut donc le restaurer. Et ça tombe bien parce qu'il y a la pro de la restauration qui est dans le bureau d'à côté, c'est Suzanne Olivo, professeur Olivo, donc qui est overbookée parce qu'elle prépare une expo sur l'art maya qui doit ouvrir dans 3 jours. Et elle a une centaine d'objets à restaurer, et donc elle pourra pas s'occuper du crucifix tout de suite en fait. Ah, c'est ballot. C'est quand même ballot. Et donc Clive emmène Gina visiter le musée, et Brian nous est laissé à nous joueurs avec la tâche délicate de révéler le mystère du crucifix au plus tôt. Et donc nouvelle phase de gameplay, la zone s'agrandit par rapport à l'hôpital, qui faisait office un peu de zone tuto si tu veux. Là on a accès quand même au bureau de Clive, il y a le labo du professeur Olivo, il y a la salle du scanner mais l'accès est barré avec un digicode, il y a l'expo Maya, il y a le grand hall du musée avec l'étage de rez-de-chaussée. Bon, les zones s'agrandissent progressivement. On va pouvoir naviguer un petit peu plus. On va pouvoir se balader, on va voir plus d'objets, plus d'énigmes et tout ça, et c'est déjà pas mal. Ok. On rencontre Suzanne Olivo. Suzanne Olivo, elle est sous perf de clopes et de caféine en permanence. Elle est complètement azimutée là, et malheureusement, comme prévu, elle refuse de restaurer le crucifix avant d'avoir terminé les 12 000 objets numérotés des étagères. Mais on se rend compte qu'elle fait des allers-retours en fait entre sa fraise là pour un peu dépoussiérer les objets, et puis le laser qui permet de restaurer. Et donc ni une ni deux, comme tu l'imagines. Voilà, exactement. Les objets. Pendant qu'elle est occupée de l'autre côté du labo, on échange le crucifix contre l'objet en priorité numéro 1 sur l'étagère. Mais ça résout pas le problème parce qu'il faut qu'elle ait terminé l'objet dont elle est en train de s'occuper. Et elle a l'air de galérer dessus. C'est un masque Maya. Et donc on se balade un peu dans le musée, on rencontre Willy qui est l'agent d'entretien. On comprend très vite d'ailleurs que Willy connaît le code pour s'introduire dans la réserve du musée, dans la salle du scanner en fait. Et ils vendent des lentilles de microscope au marché noir. Bon, comment on fait pour révéler le code d'un digicode ? Ni une ni deux, on l'enduit de vernis, on appelle Willy en se faisant passer pour un acheteur. Une fois que Willy est entré dans la réserve, un peu de talc sur les touches qui révèle le code. Bon, voilà, on est vraiment dans une mécanique de point and click pure et dure. Ouais. Et à l'intérieur de la réserve, on tombe sur le fils d'Uritsa. C'est le clou du spectacle de l'expo Maya. C'est un énorme masque avec un énorme diamant qui est incrusté à l'intérieur. Mais il est enfermé dans une armoire à ouverture vocale qui ne réagit que à la voix de Suzanne Olivo. Donc il faut avoir une voix de clopeuse. Exactement, il faut avoir la voix d'Olivo, ce qui n'est pas évident, parce qu'elle ne veut pas quitter son bureau. Attends, au niveau de la voix, je sais pas pourquoi je me fais l'image de... c'est dans... comment ça s'appelle le Disney de l'Atlantide, là tu sais, t'as une mamie clopeuse. Est-ce que c'est un peu ça ou pas ? C'est peut-être un peu ça. Ça ressemble un peu aussi à la voix de Yzma dans Cusco, tu sais. Ah oui, enfin, voilà, oui. C'est une voix un peu comme ça. Très bien, je vois. Et donc, ça tombe bien, on a un enregistreur vocal. Donc on va pouvoir enregistrer la voix de Suzanne Olivo, c'est parfait. Cependant, la pile est quasi morte, et donc en jouant l'enregistrement, la voix fait « Je suis Suzanne Olivo ». Mince, c'est quand même pas de bol. Il va falloir remettre la pile en route. Alors là, advient une énigme qui m'a vraiment explosé le crâne à l'époque. La seule dont je me souvenais absolument, qui m'a tellement marqué que je ne l'ai jamais oubliée jusqu'à maintenant. Dis-moi. Figure-toi qu'en plongeant la pile dans une bonbonne d'azote liquide, ça glace la pile et ça lui donne le jus nécessaire pour tenir encore quelques secondes. C'est un truc sur lequel j'ai galéré 3 jours entiers, je pense, à l'époque. Et c'est véridique ? T'as vérifié chez... Alors, c'est une technique que j'ai réutilisée dans une fanfic à l'époque que j'avais écrite. Et... figure-toi. Non mais en vrai... Et alors, en vrai... Pour préparer cet épisode pilote, j'ai quand même fait des recherches et a priori, c'est une technique qui ne marche pas du tout. Vraiment, refroidir une pile ne la recharge en aucun cas. Mais c'est vraiment en aucun cas. C'est pas limite à faire un incident dramatique, ça. Non mais c'est vraiment... Rien ne va dans cette énigme et ça m'a fait penser à un jeu, figure-toi. Oh là là, dis-moi. Les bricolages les plus bizarres, les plus impromptus dans les point and click. Voilà, les plus saugrenus.
Waouh. Et donc, si tu veux bien, je vais te donner une situation, des objets qui Oui. apparaissent comme ça dans tel ou tel point and click. D'accord, Et génial. tu me dis ce qu'on est censé faire avec ces objets pour résoudre la situation, comment tu Ok. les utiliserais pour résoudre la situation. Ok. Ok. J'essaie Bon, de allons. l'avoir injuste sur les, je sais pas combien, mais je vais essayer Allez, ça. allons-y, j'en ai 4 ou 5, là, on essaye. Vas-y. Donc, dans ton inventaire, tu Ouais. as un poulet en caoutchouc avec une poulie au milieu. Comment est-ce que tu traverses avec ce poulet en caoutchouc avec une poulie un bras de mer qui sépare 2 îles? Comment on les associe? Parce que le poulet est élastique, c'est ça? Alors en fait, ils sont déjà associés. C'est un poulet avec une poulie à l'intérieur. Ah, c'est un poulet avec une poulie à l'intérieur. Bah, tu t'accroches aux pattes du poulet. Ouais, c'est un peu ça. Et pour traverser entre 2 îles, tu la mets où la poulie? Il y a un objet, il y a un élément qui traverse les 2 îles. C'est une corde qui est dessus? Exactement. Tu vas faire de la tyrolienne tyrolienne, avec oui, voilà, c'est ça, le c'est ça, poulet c'est ça. poulie. Le poulet, oui, c'est ça. C'est dans The Secret of Monkey Island, le premier Monkey Island. Alors, autre situation, tu as dans ton inventaire un hamster. Et tu as accès à une machine à voyager dans le temps, sachant que la machine ne peut pas accepter d'être vivant à l'intérieur. Et donc, tu dois faire passer ce hamster à un autre personnage qui vit 200 ans plus tard, qui a accès à cette machine de voyage dans le temps. Comment tu fais pour faire passer ce hamster à ton acolyte 200 ans plus tard sans pouvoir le mettre directement dans la machine? Alors le hamster, j'imagine qu'il doit. Est-ce qu'il y a une histoire il doit courir dans une cage là pour alimenter quelque chose? C'est le but, mais pour l'instant il est dans le temps présent. Il faut qu'il arrive dans le temps futur pour courir dans ce générateur. Donc, comment tu le fais passer du temps présent au temps futur? Waouh, est-ce que ça ressemble à du Days of Tentacle, ça, non? Exactement, c'est une énigme qui se trouve dans Days of Tentacle. Attends, une histoire de le mettre dans quelque chose pour. Ouais. Je sais pas pourquoi je pense à un frigo, mais je sais pas si c'est. Ouais, mais exactement. Et c'est quoi, on met dans le freezer et. Et bah ouais, tu le mets dans le congélateur. C'est ça. Et dans le futur, le personnage récupère le hamster congelé 200 ans plus tard. D'accord, ouais, donc c'est Hibernatus, oui, ça y est. C'est Hibernatus, exactement. Hamsternatus. Hamsternatus. Et en le mettant au micro-ondes, tu lui mets ensuite un petit mini pull vert et tu le mets dans la roue du générateur. D'ailleurs, il y a un petit disclaimer, ne faites pas ça avec vos vrais animaux chez vous. C'est génial parce qu'en fait, tu vois, là aussi, c'est des point and click mythiques, mais que je n'ai pas fait. Et vraiment, il faudrait que je m'y file, mais trop bien. Alors, autre situation. Dans ton inventaire, tu as du ruban adhésif, un vaporisateur d'eau et un sachet de sirop d'érable. Comment est-ce que tu peux te faire passer pour quelqu'un d'autre avec une fausse moustache, sachant que tu es dans une maison et puis il y a un chat d'ailleurs dans la maison? Alors, tu me dis, tu as un... ruban adhésif, vaporisateur d'eau, sachet de sirop d'érable. Et tu dois te créer une fausse moustache. Alors, t'as le chat, donc tu peux lui prendre des poils. Ouais. Comment Après, tu fais pour prendre les poils au chat? Avec le scotch, non? Le ruban adhésif, non? Ouais, exactement. Ouais. Tu vas le mettre sur une chatière, là. Après, il faut teindre les poils, je suppose, avec le sirop d'érable. Alors, même pas les teindre. En fait, le sirop d'érable, c'est pour les coller. Pour les coller sur le visage. Sur le visage. Et attends, il y avait quoi le dernier élément? C'est pour le vaporisateur d'eau. Attends, j'ai pas le vaporisateur pour? Eh ben en fait, c'est pour pchit le chat et pour le faire passer dans la chatière pour récupérer les poils. D'accord. Oui, ok. Pour forcer le chat à passer sur le piège. Exactement. Alors figure-toi que c'est une énigme qui se trouve dans Gabriel Knight 3 et c'est tellement alambiqué que il y a notamment un certain critique de l'époque qui avait dit que à elle seule cette énigme avait été la cause de la déchéance des jeux d'aventure point and click. Ah oui. Donc dans ton inventaire, tu as un singe. Comment tu arrêtes une pompe pour interrompre une chute d'eau? Donc il y a une pompe qui peut interrompre une chute d'eau. Comment est-ce que tu fais? C'est dans Monkey Island 2. C'est avec un jeu de mots là, c'est ça? C'est la fameuse clé, la fameuse clé de singe. Exactement. En fait, tu dois utiliser des singes pour faire tourner une pompe comme si c'était une clé à molette, parce que la clé à molette, la clé anglaise, en anglais américain d'ailleurs, ça se dit Monkey Wrench, clé de singe. Et donc c'est un jeu de mots qui a donné des fils à retordre à tous les Européens qui ont joué au jeu à l'époque. Ah oui, bien sûr. Là, il fallait commencer. C'était les point and click qui étaient vraiment un excellent moyen de progresser en anglais. Moi, je me souviens d'avoir fait mes armes avec un copain qui était bien plus fort que moi sur. C'était Indiana Jones et la dernière croisade. Ah, tout à fait, oui. Il fallait maîtriser assez bien l'anglais quand même, parce que là, c'était vraiment avec des mots et tout ça. Grand point and click de l'époque aussi. Et alors, dernière situation, dans ton inventaire, tu as
de la ficelle, des pruneaux et de la crème anglaise, comment tu fais pour voler une boucle de ceinture en or à un poissonnier? Bon, alors là, si tu trouves, c'est bon. De la ficelle, des pruneaux et de la crème anglaise. Oh. Donc je suppose qu'il y a une histoire de lubrifier le truc pour que ça glisse plus. Enfin, non, là, je sais pas du tout. Alors, il y a une histoire de glissade, ouais, pas celle que tu penses. Bon, alors je t'explique. Pour commencer, il faut attacher la pieuvre que vend le poissonnier et la prendre. Ensuite, tu mets la pieuvre dans les toilettes, à proximité, avant de lui donner une marmite de crème anglaise. Ensuite, tu places des pruneaux dans le caviar du poissonnier. Lorsqu'il le mange, il doit immédiatement aller aux toilettes, bien sûr. Pendant ce temps, il se fait attaquer par la pieuvre. Et tu peux voler la boucle de pantalon qu'il a laissée derrière lui. Quel est le jeu Et ce jeu, c'est Discworld, le Disque Monde de Terry Pratchett, qui est connu pour ses énigmes insolubles, en fait. Voilà, donc ça en fait partie. Ah oui, oui, ça se pose là aussi. Très très bien. Waouh, ok. Bon, j'espère que ce petit intermède t'a diverti, t'a plu. Ah, totalement là. Mais bon, ça permet un petit peu de s'évader de la tension là qui se lie avec Bob Lacitrou, qui a réidentifié la présence donc de Brian et Gina à Chicago. Là, c'est très intense parce qu'on a récupéré donc le fils d'Uritsa, le gros masque avec le gros diamant. D'ailleurs, on récupère le gros diamant sur ce masque Maya inestimable et on le met dans le laser d'Olivo lorsqu'elle ne regarde pas pour changer le diamant du laser, en fait. Et quelques instants plus tard, elle va l'utiliser sur le truc qu'elle est en train de restaurer et bam, ça explose l'œuvre d'art. Elle va pouvoir s'occuper finalement de notre crucifix. Grâce au scanner, Brian apprend qu'il s'agit en fait, le crucifix, d'un artefact Hopi. Les Hopi, c'est une tribu amérindienne qui vit en Arizona. Et donc, c'est notre prochain objectif, a priori. Malheureusement, Bob Lacitrou, comme tu le disais, a prévenu les tueurs qui débarquent, qui butent l'agent d'entretien, qui butent Clive, et qui embarquent Brian et Gina avec le crucifix pour découvrir ce qu'ils ont appris sur le crucifix. Et donc, on arrive au chapitre suivant, ellipse narrative encore, toujours avec notre bon Brian sur fond noir. On est parti en hélicoptère direction l'Arizona et les personnages se retrouvent enfermés dans une vieille cabane avec 2 pièces. Donc dans une pièce, Gina est attachée sur une chaise et est en train de subir un interrogatoire des 2 tueurs. Et Brian est dans la pièce d'à côté. Et c'est là que le look du personnage a évolué déjà un petit peu, puisqu'il est décoiffé, les lunettes ont été cassées, donc il a plus de lunettes, il a plus de chemise, il a une espèce de t-shirt blanc assez serré, assez moulant. Là, voilà. Il devient un peu bad boy. Ouais, il a été un peu malmené aussi. Donc, ouais, il a été malmené par les tueurs. Bon. Donc, ils ont réussi un petit peu à monnayer leur vie contre l'information qu'ils avaient pu avoir de la machine de Madame Olivo, je sais plus, comme c'est ça. Ouais. Voilà, du professeur Olivo. En tout cas, ils ont réussi à gagner un peu de temps, mais on sent que ça va pas suffire. On sent que c'est des témoins quand même compromettants et que dès que Gina aura dit... On a l'impression qu'elle en sait un peu davantage quand même sur le crucifix. Bon, dès qu'elle aura dit ce qu'il y a à savoir, on va mal finir. D'accord. Donc il faut s'enfuir, évidemment. Nous, on contrôle Brian. Et donc, énigme assez sympathique là, qui consiste à nettoyer une vitre sale pour laisser entrer le soleil. Sur un congélo, ça fait fondre la glace, ça le vidange. Bon. On pousse le congélo et on s'aperçoit qu'il y avait une trappe. Et donc, par ici, la sortie, on peut quitter la cabane. Parfait. Alors qu'on s'éloigne de la cabane, Brian fait une rencontre assez inattendue. Celle de 3 personnages qui sont Lula, Carla et Mariola. Et Lula, Carla et Mariola, c'est des drag queens. C'est 3 drag queens qui sont paumées en plein désert à cause de la crevaison de leur bus de tournée. Un personnage assez étonnant et qui est une référence cinématographique très claire à un film des années 90 que je sais pas si tu le connais, qui s'appelle Priscilla folle du désert en français. Non. Les aventures de Priscilla, la reine du désert, littéralement. Avec notamment, c'est un film australien de Stéphane Elliott, avec notamment Hugo Weaving, qui jouera l'agent Smith, qui jouera Elrond dans Le Seigneur des Anneaux, ainsi que Guy Pearce aussi, qui jouera dans Elle est confidentielle, dans Memento, qui ont là un peu, c'est pas leur premier rôle à tous les deux, mais c'est le rôle qui va leur donner vraiment une certaine notoriété en Australie et puis aussi en l'international, parce que c'est un gros succès mondial. D'accord. Ah, je connais pas du tout, je regarde ça. Film qui suit également Terence Stamp, qui est mort récemment d'ailleurs, et qui raconte donc l'histoire de 3 drag queens qui abordent leur bus qui s'appelle Priscilla dans le désert australien. Et rencontre providentielle donc, parce que on va s'entraider en fait. Les 3 drag queens acceptent d'aider Brian à sauver Gina, puisqu'il y a un argument massu quand même de Brian que je te dis texto: croyez-moi, je suis un gentil, et ils sont vraiment très méchants. Bon, alors
Alors là, on ne peut pas faire autrement qu'aider Brian quand même. Bien sûr. Et lui leur promet de les aider en retour à se sortir de leur situation parce qu'elles sont paumées, perdues dans le désert sans pouvoir s'en sortir. Et donc c'est la fameuse apparition dans cet épisode du plan en 3 phases qu'il faut préparer minutieusement avant de le mettre en pratique. C'est un phénomène bien connu du point and click, dès Monkey Island il y a ça. Donc 3 étapes à préparer. La phase 1, c'est provoquer une diversion pour faire sortir les tueurs de la cabane pour pouvoir sauver Gina. La phase 2, c'est les réenfermer dans la cabane pour éviter qu'ils se lancent à notre poursuite. Et la phase 3, c'est trouver un moyen de sortir du désert, un moyen de transport. Très bien. Sans conteste, à mon avis, cet épisode-là, le chapitre le plus marquant, le plus réussi du jeu. La zone est vraiment mémorable, les personnages sont mémorables. Surtout niveau gameplay, on a accès à une carte d'où on peut choisir directement le lieu où on veut se rendre. Donc c'est une espèce d'overworld, tu vois. On a accès à plusieurs endroits. Il y a le bus des drag queens, il y a un vieux puits de pétrole, il y a un wagon abandonné, il y a un hangar, un cimetière d'avions abandonnés. Bon, il y a une sensation de liberté qui est assez grisante d'un seul coup, qui te laisse vraiment très libre de tes actions. Même si, en réalité, comme je te disais tout à l'heure, la construction du jeu, notamment le fait que Brian refuse catégoriquement de récupérer un objet s'il n'en a pas l'utilité immédiate, limite quand même pas mal la liberté qu'on peut ressentir, et qui fait d'ailleurs qu'on va préparer les 3 phases du plan plutôt dans l'ordre inverse en fait. On va faire de la phase 3, la phase 2, la phase 1. D'accord. Et donc pour te résumer un petit peu ça, la phase 3 c'est la fuite, donc il s'agit d'envoyer Lula draguer il y a un musclor là, une espèce de bodybuilder devant le hangar, pour pouvoir lui mettre un petit cacheton dans sa bibine là, et puis une fois qu'il est complètement dans les vapes, on a accès à l'hélico qui était dans le hangar. Pour la phase 2, enfermer les tueurs dans la cabane, on est tout de suite attiré par un vestige d'un avion de combat, tu vois, qui est un peu en hauteur. C'est une mitrailleuse qui a l'air de pouvoir encore fonctionner. Donc on va huiler un peu les rouages avec de l'huile solaire, on va trouver des munitions. Alors il n'y a pas de munitions en plein désert, comment on fait ? On va récupérer de la poudre dans un baril, dans le train abandonné, et on va la mettre, la poudre, à l'intérieur des rouges à lèvres des drag queens. Bon, ça fait des balles artisanales. Tu vois, c'est tout plein d'énigmes très sympathiques, quoi. Vraiment très inventives, qui sont assez réjouissantes. Et puis la phase 1, pour faire diversion, on va faire exploser un puits de pétrole qui est juste à côté. Et pour ça, il nous faut des explosifs, tu vois, qui sont dans une remise qui est totalement fermée. Heureusement, la remise est en bois et les fourmis du coin raffolent du bois quand il est recouvert de beurre de cacahuète. Génial. Bon. Ah ouais, d'accord. Ouais, ça c'est plaisir. Plutôt à la Monkey Island d'ailleurs, ça un peu parodique, un peu over the top, tu vois. Bon. Oui, mais bon, ça envoie. Là. C'est vraiment sympa là, ce que tu me dis. Ah ouais, ça envoie, c'est très dynamique. Les personnages sont assez chouettes. Même les personnages des drag queens, tu vois, ça pourrait être un peu casse-gueule à l'époque, tu vois. On est en l'an 2000 quand même, bon. Et finalement, elles sont assez caricaturales quand même, mais tu vois qu'elles sont traitées quand même avec une certaine tendresse et avec ça. Moi personnellement, je pense que si je refais mon parcours vidéoludique, je me demande si c'est pas la première fois où j'ai été confronté à des personnages un peu LGBT, tu vois, dans un média culturel en fait. Donc je pense que c'est un peu ma première rencontre avec ce monde-là, des queers, etc. Bon. Donc j'en garde un souvenir très affectif aussi de ces personnages-là. Donc là, il y a une cinématique qui est très dynamique. Mariola fait exploser le puits de pétrole. Il y a les tueurs qui sortent de la cabane. Brian récupère Gina pendant que Lula les canarde avec la mitrailleuse. Tout ce beau monde se retrouve dans l'hélico qui est piloté par Carla parce qu'elle a un passé de pilote militaire dans l'armée. Bon bref. Hasta la vista, on s'envole avec l'hélico. Génial. Direction le territoire des Hopi. Ah, on n'y était pas encore, d'accord. On n'était pas encore. On était en Arizona, on n'était pas encore au territoire des Hopi, qui est sans doute un petit peu plus loin. Okay. Et d'ailleurs, on arrive dans un décor de style un peu Monument Valley, tu vois, très western, très John Wayne. Ellipse, évidemment, du vol en hélico à travers la narration de Brian sur fond noir, là. Carla, donc, dépose Brian et Gina sur les terres des Hopi. Les 3 drags partent en hélico. Et donc, en marchant, à travers des gravures natives, là, sur des roches, Brian et Gina arrivent aux alentours d'une ancienne mine désaffectée. Et Gina tombe malencontreusement dans un puits caché à l'intérieur de la mine. Et alors la scène pathétique en diable, où Brian est affalé sur le sol, contrit, la tête basse, la tête dans ses mains. Et là, il y a
montage de tous les moments partagés avec Gina en surimpression. La croix morte, en fait, vraiment. On la croit morte. Pour le joueur, vraiment, elle est morte. Ah oui, d'accord. Tandis que le soleil descend lentement à l'horizon, tout cela avec une reprise du thème principal Runaway, mais en mode très lent, très mélancolique. Bon. Et tout à coup, apparition d'un personnage très baroque qui s'appelle Wupuchim. Wupuchim, c'est le dernier chef Hopi. Wupuchim, vieux natif avec les cheveux blancs très longs, une tiare avec des gemmes bleues comme ça, un poncho, une sorte d'ombrelle. Personnage très, très étonnant, qui est posté comme ça sur un rocher, quasiment une statue, tu vois. Et Wupuchim, avec sa voix comme ça, explique à Brian que le crucifix n'est pas du tout un objet chrétien, tu vois, hein, évidemment, mais en réalité une clé qui ouvre la crypte sacrée des Hopis. Waouh. Et pour y aller, c'est tout simple. Wupuchim donne le chemin. Il n'y a qu'à emprunter, je cite, le chemin de la connaissance. Bon, avec ça, on est bien avancé. Et alors que Brian baisse la tête une seconde pour prendre le crucifix dans son sac, là, Wupuchim a disparu. Étonnant quand même. Et Brian donc se promet de résoudre quand même ce mystère en hommage à Gina, qui est morte, enfin, en tout cas qu'il croit morte. Et donc là, on a un peu le même système que pour le chapitre 3. On a une grande zone avec plusieurs lieux à visiter. Tu vois que j'accélère un petit peu, je te donne pas toutes les énigmes à chaque fois. Non, parce bien sûr. Et on est vraiment dans un Far West idéalisé, caricatural, avec donc sa mine abandonnée. Il y a la ville fantôme, avec une locomotive renversée. Il y a également un petit pueblo, tu sais, de maisons en argile, un peu à la mexicaine. Et donc, il s'agit de savoir comment accéder à cette fameuse crypte sacrée, qui est censée être proche du village caché des Hopis. Ah voilà, non, c'est ça, c'est pas les Hopis qui sont dans ces zones-là en fait. Hein. Non, il va falloir trouver le village caché des Hopis, qui est caché quelque part dans cette zone. Ok. Et donc première étape, on va dans la ville fantôme. C'est vraiment, Brian le dit lui-même d'ailleurs, ça ressemble à un décor d'un film de John Ford, encore des références cinématographiques. Hein. Et à peine le pied posé dans la rue principale, Brian se fait braquer par une jeune femme qui est à la fenêtre du premier étage de l'hôtel. Là. Bon, petit dialogue, elle comprend qu'il n'est pas une menace en fait, et donc petite discussion, enfin assez longue discussion d'ailleurs, on apprend le nom de cette jeune femme, elle s'appelle Sushi Douglas, elle est l'héritière de Douglasville, qui a été fondée par son arrière-grand-père, elle doit avoir 19 ans, 20 ans, quelque chose comme ça, look très années 2000, cheveux blancs argentés, tu sais, gominés en arrière, lunettes de soleil, Trinity dans Matrix, tu vois. D'accord, ouais. Très très look de hackeuse, et ça tombe bien, c'est une hackeuse. Voilà. D'accord. Elle s'est installée. Elle est propriétaire de la ville fantôme, donc. Elle est propriétaire de l'entièreté de la ville. Elle s'est donc dialogue d'ailleurs à propos de l'histoire de la ville. On comprend qu'il y a eu une guerre en fait entre les colons blancs et les Indiens, hein, qui s'est terminée en une malédiction. La ville a été abandonnée, il reste plus rien. À part Sushi, donc qui s'est réinstallé ici avec ses ordinateurs, hein, voilà. Et deux potes à elle qu'elle a embarqués avec elle, qui s'appellent Kevin et Robert. On apprend également d'ailleurs que le village Hopi est sans doute accessible par le biais de la vieille mine abandonnée, là, la mine désaffectée dans laquelle a disparu Gina. D'accord, donc elle en a entendu parler des Hopis. Elle en a entendu parler, et d'ailleurs elle pense qu'il y a une carte qui existe, mais qui se trouve dans le coffre-fort, au sous-sol de la banque. D'accord. Le problème, c'est que la banque, elle est totalement éventrée, l'accès au sous-sol est condamné depuis longtemps, il y a la terre, le sable qui y sont engouffrés, bon. Donc il va falloir trouver un moyen d'accéder à ce coffre. Alors bon, on se balade en ville, on récupère plusieurs objets utiles, une sangle, des bûches, il y a le bureau du shérif, avec le cadavre de son dernier prisonnier qui est un docteur. Bon. Et en face, il y a le saloon. Et donc à l'intérieur du saloon, il y a 2 étages. Alors c'est 2 salles, 2 ambiances, hein, parce qu'au rez-de-chaussée, quand on entre, alors il y a personne, mais il y a une véritable plantation de bœufs avec des drapeaux rasta. Personne pour nous accueillir, mais on apprend que le fameux Robert est parti en cueillette. Bon, donc vraiment ambiance très jamaïque là. Et à l'étage, on a au contraire ambiance plutôt atelier d'artiste. Avec un type assez athlétique qui nous accueille, cheveux bleus, lunettes de soleil, chalumeau à la main, tu vois. Je vois bien. Qui est en train de construire une sculpture en métal très abstraite. Trop bien. Et donc c'est Kevin, c'est l'autre pote de Sushi, alors qu'il préfère se faire appeler Saturne d'ailleurs, on l'appellera Saturne. Il va nous être très utile pendant tout le chapitre parce qu'il va nous prêter des outils, de l'eau, de l'essence, enfin vraiment tout ce dont on va avoir besoin, c'est lui qui fournit. Et justement,
L'essence, parlons-en, puisque ça va nous être utile. Il y a un lieu dont je t'ai pas encore parlé, mais qui va être au cœur du chapitre. C'est un immense cratère qui est pas loin de Douglasville. Et sur le bord de ce cratère, on rencontre encore un autre personnage qui s'appelle Joshua. C'est une caricature de nerd à lunettes avec une seule chaussure, tu vois. Il a un casque plein de loupiotes qui est un casque télépathique. Il cherche à contacter des extraterrestres. D'accord. Des extraterrestres de Trantor. Alors Trantor, c'est une référence au cycle de fondation d'Isaac Asimov. Ah oui. Et il cherche à les contacter à travers une grosse machine qui est une sorte de piano, de synthétiseur, piano lumineux. Référence directe aussi aux rencontres du troisième type de Spielberg, où on échange à travers la musique avec les extraterrestres. Et ça m'a donné l'idée d'un second mini-jeu. Voilà, si tu le veux bien. Mais oui, avec plaisir. Le mini-jeu des extraterrestres dans les jeux vidéo. Waouh. Voilà, donc l'idée c'est que je te décris une entité extraterrestre, soit un individu, soit une espèce, tu vois, et tu dois retrouver alors son nom et puis le jeu vidéo dans lequel on le trouve en fait. Voilà. D'accord. T'es prêt ? Allez, je vais essayer de faire au mieux. Alors, première proposition, c'est une espèce extraterrestre. D'accord ? Plutôt insectoïde. Pikmin ? Alors, c'est pas Pikmin, non. Leur mode de vie repose sur la prolifération à très grande vitesse, l'adaptation génétique. Ah, les Zerg dans StarCraft. Exactement, ce sont les Zerg de StarCraft, un essaim uni par un esprit collectif, dirigé par un maître esprit, les Zerg. Cette fois-ci, c'est une créature. C'est une gigantesque créature extraterrestre qui est apparue sur la planète 65 millions d'années auparavant. Ah, est-ce que ça serait pas Deus ? Alors, c'est pas Deus, mais ça ressemble à Deus. C'est pas dans l'idée. Pardon, mais dans 65 millions, pardon, c'est... excuse-moi. Je pense que tu l'as. Oui, bien sûr, c'est Lavos. C'est Lavos dans Chrono Trigger, exactement, qui s'enfouit pour drainer l'énergie de la planète, qui est un parasite cosmique. Cette fois-ci, on cherche une espèce, une race d'extraterrestres. Une race humanoïde, d'ailleurs, qui mesure en moyenne 2,20 m, originaire d'une planète qui s'appelle Palaven. Et dès leur plus jeune âge, ce sont des créatures qui effectuent un service militaire rigoureux dans une société qui est axée sur la hiérarchie méritocratique, le sens du devoir. Leur corps est quasiment entièrement recouvert par leur armure. Et ils sont considérés comme le bras armé du conseil de la citadelle, auquel ils siègent aux côtés des Asari et des Galariens. Est-ce que tu vois quelle est cette espèce extraterrestre ? Là, c'est au pif, mais parce qu'en fait, si c'est, je connais pas la série. Je vais essayer de piffer dans Mass Effect, mais je ne sais pas si c'est dans ce registre-là. Alors, c'est bien dans Mass Effect. Ce sont les Turiens. Exactement, mais dans Mass Effect. Bon, parce que je sais qu'il y a beaucoup de races extraterrestres, effectivement. Mais tu visualisais quand même l'atmosphère. Je me dis dans un milieu guerrier. Après, peut-être il y en a des palanqués, mais... Ouais, le conseil de la citadelle, de toute façon, c'est Mass Effect. D'accord. Alors, on cherche une créature. Ok. Qui est une créature extraterrestre, évidemment, donc, qui a la particularité d'absorber des créatures vivantes entièrement pour en copier les caractéristiques. Kirby, ça ? C'est Kirby. C'est une créature sphérique, sans structure osseuse visible, à la peau rose élastique, avec une bouche extensible, qui vient de la planète Popstar. Et en même temps, je me suis rendu compte que quand on décrit Kirby, c'est littéralement The Thing de Carpenter. C'est vraiment exactement ça. C'est la chose. En plus horrible. En plus horrible, voilà, exactement. Alors, on cherche une espèce. Espèce extraterrestre qui possède un cycle de vie complexe qui passe par plusieurs stades morphologiques. Ils se nourrissent en absorbant l'énergie vitale de leur proie, mais sans laisser de blessures apparentes. Ils ont d'abord une forme juvénile qui ressemble à une méduse flottante, puis leur forme adulte est bipède et possède une membrane translucide qui protège un noyau rouge vital. Et ils sont originaires de la planète SR388 et qui ont une relation, on va dire, d'amour-haine avec une certaine chasseuse de l'espace. Alors là, mince, je sèche complet, je sais pas pourquoi j'ai pas le truc. Non, je vois pas. Ah, tu visualises pas ? Non, des méduses flottantes. Ouais. Eh bien, mais oui, bien sûr, les Metroids. Oui, ce sont les Metroids, bien sûr. Les Metroids. Oui. Les petits amis de Samus. Bien sûr. Autre personnage, cette fois-ci, c'est une voyageuse. Une voyageuse interstellaire, extraterrestre, qui a grandi en s'intéressant à un certain phénomène cosmique très mystérieux. Elle a entrepris un long pèlerinage en suivant des règles assez mystérieuses aussi pour atteindre un lieu normalement inaccessible.
Elle a des gestes qui forment des symboles qu'on peut réussir à comprendre progressivement, mais surtout quand on la rencontre, elle est une version de ses multiples réalités. Est-ce que tu vois qui peut être ce personnage mystérieux ? Ah Ah non, alors là, avec l'énoncé, je me suis perdu. Non, j'ai pas du tout là. Tu vois pas, tu l'as pas ? C'est Solanum dans Outer Wilds. Oh oui. Je ne vais pas en dire plus, évidemment, pour des raisons de spoiler évidentes. Oh oui. Très bien. Ah, génial, bravo. Bon, voici pour ce petit intermède ludique. Et donc, retour au JV. Donc là, on est avec Joshua, hein, tu sais, sur le bord du cratère extraterrestre. Oui, ça y est. Et on utilise la roue de la moto de Joshua pour donner de l'énergie à la machine. On va contacter les extraterrestres. Et une fois que la machine est en marche, on a un petit mini-jeu. Il faut retrouver la bonne combinaison de notes, tu sais, aux bonnes places. Sorte de mastermind un peu naze, franchement. Et puis donc, une fois qu'on a contacté les extraterrestres, que Joshua d'ailleurs s'est fait enlever, hein, littéralement, on peut récupérer son casque de télépathie qu'on va filer à Saturne, qui entre dans une véritable transe inspirationnelle. Il s'en va. On en profite pour utiliser une de ses œuvres d'art massives comme projectile dans une catapulte. Elle atterrit sur le sol de la banque, ça le détruit, et donc ça nous permet d'enfin accéder au sous-sol de la banque, tout ça pour ça. Ok. On ouvre le coffre-fort de la banque en tournant la molette, avec un stéthoscope d'ailleurs, pour écouter, tu sais, quand ça fait des petits clics. Et on a la carte, on va pouvoir entrer dans la mine pour rejoindre le village Hopi. Ok, waouh. Dis donc, c'était haut en couleur là aussi. Hein. Wow, c'était haut en couleur, chapitre aussi assez sympathique. Et là, on arrive dans un passage beaucoup plus court d'ailleurs. On sent que on arrive un peu plutôt vers la fin du jeu. Hein. On sent que la fin du jeu a sans doute dû être un peu rushée par le studio, comme pour beaucoup de JV d'ailleurs. On sent souvent que la fin est un peu plus rushée, un peu plus voilà que le début. Notamment petite déception parce qu'on a obtenu une carte très détaillée de la mine avec des coins, des recoins, et la traversée de la mine se fait uniquement à travers une ellipse en fait. Est-ce qu'au départ, il était prévu d'avoir une sorte de labyrinthe dans la mine ? Bon, peut-être, possible, on le saura jamais. En tout cas, Brian se retrouve dans le noir dans la mine face à des chauves-souris qu'ils font sortir de la caverne sur une falaise. Et ça tombe bien puisque ça donne sur le village Hopi qui est juste en dessous de la falaise. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, dans mon playthrough, là, je n'avais plus aucune musique. Que je l'ai refait le jeu récemment et je l'avais coupé pour mieux entendre les sons du coffre-fort au stéthoscope. Et en fait, j'ai oublié de remettre la musique après. Donc là, j'ai fait tout le jeu sans musique. Et d'ailleurs, c'est assez lancinant, hein, le sans musique. En fait, il y a vraiment une espèce d'angoisse, hein, qui t'emporte, hein, dans la dernière partie du jeu. Ah ouais, je m'en suis rendu compte uniquement au générique de fin, en fait, parce que je me suis dit, le générique n'a pas de musique, c'est bizarre. Mais c'est encore l'époque des fameuses Sound Blaster et compagnie. Alors on était un peu, c'est un peu au tournant. Ouais, parce que moi j'avais quand même fait moi intégralement sans musique parce que je savais pas comment ça se configurait à l'époque ces cartes son là, tout Warcraft 2. Alors que Warcraft 2 quand même c'est savoureux. Oh oui, oh là là, non, c'est terrible ça. Et des comment dire, même des paroles des personnages et tout. Ah oui, c'est iconique. C'est ça. Donc pareil. Warcraft 2 c'est bien une dizaine d'années, même un peu plus avant Runaway quand même. Mais oui, je vois très bien le truc. Très bien. Ah oui, donc je compatis. Et donc petite phase de gameplay, alors on récupère un clou, d'ailleurs vraiment minuscule, hein, encore du pixel hunting un peu, qui est planté sur un poteau, on y accroche une corde, bon. Attends, excuse-moi, que cherche-t-on à faire là pour le coup ? On cherche à aller dans le village Hopi, tu sais, il y a le village sacré des Hopi, parce que la crypte est à côté, on a le crucifix pour ouvrir la crypte. Donc il est juste en bas, il est en contrebas de la falaise. Entendu. Donc on descend, on va le long de la falaise, et là devine sur qui on tombe dans le village. Eh bien Gina, bien sûr, elle n'était pas morte, hein, on s'en doutait, elle s'était juste foulé la cheville, elle est incapable de marcher, et en attendant de lui faire une attelle, bon, on en profite quand même pour se rendre en face à la crypte sacrée, quoi. Bon, il n'y a aucune énigme pour y entrer, on époussette un peu la bouche de la statue, on y insère le crucifix, hop, on tourne la clé, et à l'intérieur, en fait, on attendait des réponses à tous nos mystères, mais finalement, on n'a pas grand-chose. On a une cinématique un peu what the fuck-esque, hein. On traverse un couloir éclairé par des bougies dans des crânes. Bon, on arrive dans une espèce de caveau où il y a des momies, des anciens chefs Hopi. Les Hopi, juste en termes de look, c'est... C'est des un peu natifs indiens d'Amérique, okay. un peu caricaturaux, et voilà. Et notamment, on retrouve Upuchim. Okay. Donc notre dernier chef Hopi qui dit « N'ayez pas peur », nous dit-il. Il a un cadeau pour Brian. Et alors figure-toi que ce cadeau,
C'est un cadeau en fait un peu empoisonné parce que c'est plutôt quelque chose dont il veut se débarrasser parce que ça souille la crypte sacrée. C'est un doigt coupé dans un bocal plein de formol. Un doigt coupé dans un bocal. Et donc Upucim, il reste très flou. Il dit l'homme qu'il a apporté a déshonoré son sang Hopi en le cachant dans ce lieu sacré. Bon, bref, on fait le boulot des éboueurs, quoi. On débarrasse la crypte d'une relique impure. Hein. On se retrouve avec ce doigt coupé. Alors on se demande à qui appartient ce doigt. Upucim nous dit d'interroger celui qui l'a caché ici. Bon, bah, à savoir le père de Gina, en fait. Hein. On pense que c'est un lien avec le père de Gina qui est mort sous ses yeux au début du jeu. D'accord. On lui a vu se faire couper un doigt ou On l'a pas vu se faire couper un doigt. Non, pas du tout. Donc pour l'instant, c'est assez étonnant. Donc il y a des répliques finales assez incroyables. Hein. Upucim nous dit que la lueur d'Okiwak illumine votre chemin. Et là, Brian, étonnamment enjoué, qui dit pareil pour vous, Upucim. Bon, c'est devenu un peu notre bro, quoi. Hein, voilà. Et donc, il y a un beau résumé de la situation de Brian à la sortie de la crypte. Je viens de traverser la moitié du pays pour trouver une bouteille avec un doigt dedans. Bon, il nous reste à interroger un mort. Alors, c'est déjà quand même une gageure, un peu inaccessible, mais why not ? On pose la telle à Gina et on retourne à Douglasville dans le dernier chapitre du jeu. Le chapitre qui a un titre d'ailleurs assez énorme qui s'appelle L'Indien, la nonne et l'index. Ah oui, c'est d'accord, clairement le bon labyrinthe et le truc truand, mais exactement, c'est un peu une parodie. Malheureusement, chapitre un peu redondant parce que le décor c'est quasiment exactement le même que celui du chapitre précédent, c'est-à-dire on se retrouve dans Douglasville, tu vois, voilà. Donc on va recycler un peu ce décor-là, à ceci près qu'on n'a plus accès à la mine, on n'a plus accès au cratère non plus. Enfin bon. Et puis la structure du chapitre est moins inventive, très honnêtement. Il y a beaucoup d'allers-retours entre les PNJ, il y a moins de combinaisons créatives d'objets. Bon, c'est plus des dialogues un peu rébarbatifs. On sent qu'il y a moins d'inspiration pour cette fin de jeu. Et donc pour t'expliquer un peu ce qui se passe, Brian confie Gina qui est un peu mal en point à Mama Dorita. Mama Dorita, c'est une vieille chamane qu'on n'avait pas encore rencontrée, mais dont la porte d'entrée dans le pueblo mexicain là, est gardée par une espèce d'énorme armoire à glace là, qui s'appelle Oscar. Et donc Mama Dorita, elle a une solution pour interroger le père de Gina, qui est mort, hein, je le rappelle. C'est il faut un médium. Il faut un médium qui va être capable d'être possédé par l'esprit du mort. Et pour ça, il faut avoir l'esprit très ouvert. Hein, voilà. Et donc, Brian se propose d'être ce médium, de se laisser posséder par l'esprit du père de Gina pour que Gina puisse lui poser la question. Et alors, comment on fait pour avoir l'esprit très ouvert ? C'est le bon moment pour... On va au saloon, là. C'est le bon moment pour retourner au saloon. Parce que, tu te souviens, il y avait toute une belle plantation d'herbes qui ouvre l'esprit. Voilà. J'ai retenu que ça, la séquence d'avant. Bien sûr, évidemment. Est-ce qu'on va voir le gérant de la boutique ? C'était un peu le fusil de Tchekhov. Hein, et justement, le fleuriste est revenu. C'est vraiment la copie conforme de Bob Marley. Ouais. Il s'appelle Robert Plante. Joli la ref. Comme un petit ref sur le chanteur de Led Zeppelin, bien sûr. Et grâce à son aide, grâce à quelques plantations diverses et variées, quelques baies typiquement Hopi, il nous sort un petit mélange de derrière les fagots. Donc 2-3 tafs, les pupilles sont bien dilatées, avec un Brian en état second. Donc on retourne voir Mama Dorita, on prie San Luciano, là, et puis on nous fait descendre au sous-sol. On est à l'intérieur d'un pentacle. Et donc là, on a une cinématique qui est particulièrement effrayante, hein, vraiment, où Brian est attaché sur une chaise. Il se fait posséder par un esprit. Travelling circulaire, gros plan horrifiant. Il y a des pustules qui poussent sur son visage, une voix d'outre-tombe. Bon, vraiment, passage assez horrifique. Et il se fait posséder par le père de Gina. Et en fait, on se rend compte très vite que c'est pas du tout le père de Gina, en fait. C'est un gonze qui s'appelle Joe l'Indien. Et alors là, le dialogue avec Gina, ça parle d'argent d'un hold-up que Joe aurait fait. Et pour le compte des Sandretti, des frères Sandretti, c'est les mafieux du début, mais qu'il aurait ensuite volé aux Sandretti. Et Gina, en fait, essaie de savoir où est planqué l'argent. Mais l'esprit refuse de répondre. Et donc là, la séance de spiritisme finit un peu en eau de boudin. Et 24 heures plus tard, Brian se réveille, enclume dans la tête. Et là, explication au sommet avec Gina. Hein. Révélation, plot twist. Brian est en colère. Gina a menti. Son père n'est pas mort. Il est fermier dans l'Utah, donc elle-même n'est pas chanteuse, mais elle est plutôt stripteaseuse. Et celui qu'elle a vu ce soir-là au Pink Iguana, c'est pas du tout son père, mais c'est Joe l'Indien. Joe l'Indien qui est un truand qui lui donne le crucifix en lui proposant de s'enfuir avec lui. Il lui dit qu'il a 20 millions planqués quelque part, mais que les frères Sandretti le poursuivent.
avant de se faire arrêter, donc pour le hold-up, il avait eu le temps de planquer ses 20 millions de dollars au nez et à la barbe des Sandretti. Il pensait les récupérer à sa sortie de prison. Malheureusement, donc les deux tueurs l'ont retrouvé. Ils le tuent donc sous les yeux de Gina. Brian est très en colère, mais il finit par accepter d'aider Gina à récupérer son argent pour qu'elle puisse se sauver quand même. Il dit « je n'ai qu'une parole ». C'est assez correct de sa part. On a une nouvelle zone d'ailleurs qui s'ouvre dans la carte, dans les alentours de Douglasville. C'est la vieille caravane de Joe l'Indien qui est perdue au milieu du désert. Okay. Donc on va fouiller la caravane et dans la caravane, il y a un dépliant pour une banque ultra sécurisée qui est la banque Morave, ainsi qu'un habit de nonne pendu à l'intérieur de la caravane. Donc on se dit la banque Morave, ça doit être la banque où il a planqué les 20 millions très certainement. Et c'est le moment où bien sûr débarquent Gustave et Féodore, les tueurs des Sandretti. Bien sûr. Ouais. Donc on doit s'en débarrasser une nouvelle fois et là c'est un peu déceptif encore une fois parce qu'on récupère une étoile de shérif en remettant en marche la vapeur de la vieille locomotive là qui est couchée sur le côté tu sais dans Douglasville. Et on file l'étoile de shérif à Oscar, donc le gorille qui gardait la Pueblo de Mama Dorita et qui prend son nouveau rôle tellement au sérieux qu'il va tout seul. D'accord, défoncer les deux sbires. Il les prend par la peau du cou, il les enferme dans la vieille prison de la ville. Et pendant ce temps-là, et c'est là où je te dis que la narration est un peu moins inventive, c'est que toutes les révélations finales vont être faites sur un écran fixe par Sushi Douglas, qui fait des recherches sur Internet. Et là, on sent vraiment qu'on est en 2001. Ah oui. C'est-à-dire que Matrix est passé par là. Internet, c'est quelque chose de magique où il y a réponse à tout. Il y a tout. On comprend pas très bien comment ça marche, mais c'est merveilleux. On peut trouver toutes les informations qu'on veut. Bon, c'est la magie vraiment d'Internet. Et donc c'est par anticipation sur ChatGPT, c'est un peu l'anticipation de ChatGPT. Et en faisant des recherches sur Joe l'Indien, donc Sushi a découvert qu'il avait une sœur qui était une nonne, qui était entrée dans les ordres. Et le fin mot de l'histoire, c'est qu'après le hold-up, il a eu le temps juste de demander à sa sœur d'ouvrir un compte pour lui à la banque Morave, d'y placer les 20 millions de dollars, et puis il a étranglé sa sœur de ses propres mains pour s'assurer de son silence, et il lui a coupé le doigt qui est indispensable pour ouvrir le scanner de la banque. Et donc le doigt qu'on a dans le formol, c'est pas le doigt de Joe l'Indien, c'est le doigt de sa sœur. Le doigt de la nonne. Le doigt de la nonne, l'index de la nonne, et là on comprend mieux le titre du chapitre. Petite discussion cinéphile avec Sushi Douglas, où on évoque entre autres Steven Spielberg, John Ford, Alfred Hitchcock, Woody Allen. Ah oui, ça y va, d'accord. Et je passe un peu sur la dernière énigme, qui est une sorte de recyclage aussi du puzzle du chapitre 2. Je sais pas si tu te souviens, il fallait enregistrer Suzanne Olivo pour utiliser sa voix pour ouvrir le scanner de reconnaissance vocale. Voilà, c'est en fait ici... Alors c'est encore autre chose. Okay. C'est on va réutiliser vraiment cette synthèse vocale en fait. On va mais cette fois-ci on va enregistrer les deux tueurs dans leur prison pour que le Sushi mette au point sur son ordinateur un logiciel de synthèse vocale qui va permettre d'appeler les frères Sandretti, c'est les grands mafieux, en se faisant passer pour le sbire. Mais là, c'est l'idée un petit peu d'avoir des morceaux de phrases précis, un petit peu comme ce que fait. Alors, d'une certaine façon, c'est dans Les Moments où j'ai raté l'avion, là où il enregistre des séquences en fait de films pour recréer après un dialogue avec. Un peu, mais en fait, on enregistre des dialogues, mais en fait, le logiciel de synthèse vocale fait qu'on peut dire tout ce qu'on veut avec la voix de. Donc finalement, c'est tout se fait un peu automatiquement. D'accord. Et grâce à ça, en fait, on veut juste faire croire aux frères Sandretti que les deux tueurs ont récupéré les 20 millions pour eux, mais qui veulent doubler leur boss, qui veulent les garder pour eux. Comme ça, au moins, ça, voilà, la fuite, la traque de Gina sera terminée. D'accord. Et donc, on arrive un peu à la fin du jeu. Gina commence à avoir un peu des hallucinations en croyant que Joe l'Indien revient la tuer. En fait, c'est Brian. Qui, à 5 minutes, je rappelle, engueulait Gina en disant qu'il ne voulait pas de son argent de sale. Et finalement, il s'est plutôt convaincu que les 20 millions, c'est peut-être pas mal pour se faire une petite belle vie au soleil. Bon, peut-être qu'il y a moyen de moyenner. Un petit studio de cinéma aussi pour raconter ses vacances. À la limite, voilà. Et donc, Brian et Gina, maintenant qu'ils sont en sécurité, prennent la voiture des tueurs pour s'enfuir. Non sans avoir noté d'ailleurs l'adresse mail de Sushi pour la tenir au courant, pour lui envoyer des mails. C'est une adresse en hotmail.com. Tellement hype. Énorme moment à l'époque. Et donc là, on a un petit enchaînement de cinématiques en forme d'épilogue, donc cinématique assez dynamique où on arrive dans l'enceinte de la banque Morave. Alors, on a Gina qui est costumée en nonne, qui utilise le doigt de la sœur de Joe l'Indien pour entrer dans le coffre-fort. Elle récupère les valises pleines de billets. On déguerpit en trombe.
À New York, dans l'arrière-salle du Pink Iguana, il y a les frères Sandretti qui dézinguent leurs sbires à la mitraillette. Bon. Et on arrive au dernier dialogue. Il y a Gina qui est au volant d'une décapotable, qui dépose finalement Brian devant la fac de Berkeley. Je rappelle qu'il doit faire sa thèse quand même depuis le début du jeu. C'est ça. Et donc c'est l'heure des adieux. Ma vraie place est ici, nous dit Brian. Mais alors que Brian voit la décapotable s'éloigner, Gina recule, elle revient devant. Elle lui dit « Quelque chose me dit que tu meurs d'envie de venir avec moi, Brian. » Et finalement, Brian sort cette punchline. « L'université de Berkeley est là depuis 100 ans. Elle sera encore là dans un an. » Et hop, on monte dans la décapotable. Petit panoramique sur le Golden Gate de San Francisco. On a fini notre road trip à travers les USA, finalement. Wow. Les deux amoureux filent comme le vent sur les routes vers la liberté au son d'un énième remix du thème chanté par Vera Dominguez, Runaway. Et dernier plan, plongée totale sur le pont, tandis que la voiture s'éloigne, le cadre s'élargit peu à peu. Générique. Et puis petite scène post-générique, figure-toi. Qui boucle le flashback quand même, parce que là on était dans le flashback, qui boucle la narration du flashback. On retrouve Brian en narrateur sur son fond noir, qui finit par s'évanouir, le fond noir, au profit d'un décor idyllique. Hôtel de luxe, île paradisiaque, petite musique caribéenne. Gina bronze à côté de lui et lui demande de couper court à son histoire quand même, parce que ça fait quand même un bail qui raconte son histoire, ça commence à bien faire. Et elle dit « Brian, viens m'étaler de la crème solaire ». Alors que Brian s'exécute, on a le teasing d'un éventuel Runaway 2. Le devoir m'appelle, dit Brian, mais on se reverra peut-être à la prochaine. Et c'est le cas d'ailleurs, puisqu'il y a eu un Runaway 2 et un Runaway 3, figure-toi, dans les années qui ont suivi. C'est une trilogie exactement. Ok. Et c'est la fin de Runaway. Wow. Voilà, qu'est-ce que tu en as pensé, mon cher Bigot? Est-ce que ça t'a donné envie d'y jouer, peut-être, envie de découvrir le jeu? Ouais, j'ai beaucoup aimé, même si tu l'as dit à 2 reprises, en fait, la fin a l'air d'être un petit peu rapide. Oui. Mais le crescendo là qui va aller jusqu'à la première fois où on rencontre la ville de Douglas là, Douglasville, très cool avec alors il faudrait voir la patte après, hein. C'est pour ça que aussi j'ai envie de voir le jeu, la patte graphique en fait, je pense qu'il peut jouer énormément sur l'attrait qu'on a pour le jeu et l'ambiance aussi sonore, en fait, les doublages aussi. Tu disais que quand même il y avait des voix assez connues, donc ça doit être plutôt de bonne facture, je dirais. Ouais, les doublages apportent vraiment un gros plus au jeu, hein. C'est vraiment très plaisant, et effectivement l'esthétique globale est assez sympa. Il y a un côté un peu cartoon, un peu comics, tu vois, cartoon, mais en même temps mélangé avec un peu de réalisme aussi. Enfin, c'est un mélange qui est assez unique et plutôt bien réussi, ouais. Et après, alors là, j'aurais moins la surprise si je fais le jeu, mais il semble que ce soit peut-être aussi déjanté qu'un Monkey Island. C'est les contrastes en fait. Chaque fois qu'en fait tu amenais on va dire une situation ou un personnage qui venait complètement contraster la situation dans laquelle on était. Donc tout ça, me donne vraiment envie de m'y intéresser. Et oui, surtout pour goûter, tout simplement l'humour qu'il doit y avoir derrière. Quand tu dis effectivement le mélange entre côté un peu drame, un peu, tu sais, road trip, mafieux, etc., et côté un peu comique, humoristique, parfois un peu parodique, je trouve que c'est un truc assez bien dosé qui le fait contraster aussi avec les Monkey Island par exemple, qui sont très largement du côté du comique. Là, on a quand même ce mélange entre film noir des années 40, road movie des années 90, film de hacker à la Matrix, tout un mélange d'influences cinématographiques qui vient de se mélanger avec le côté un peu léger du point and click. Et ça, je trouve que c'est un mélange qui est assez réussi, effectivement. Merci encore d'avoir raconté ça avec autant de brio. Merci pour les petits jeux, là, c'était très chouette. Et puis oui, je pense que je vais m'y croquer, ouais, c'est sûr. Écoute, merci beaucoup à toi de m'avoir écouté. Merci aussi à vous, chères auditrices, chers auditeurs, d'avoir suivi cet épisode pilote de Total Régal. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé, si vous avez des suggestions de jeux aussi que vous souhaiteriez que l'un de nous deux raconte. On se retrouve dans un mois, voilà, pour vous raconter un nouveau jeu entre nous, ou peut-être qui sait avec un ou une invitée, et cette fois-ci ce sera évidemment Bigot qui s'en chargera. Donc on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode de Total Régal. Ciao, bye.
pas vous laisser sans un petit épilogue en guise de teaser aussi pour le prochain épisode. Donc, on baptise ça un teasologue. Donc, eh bien voilà, se lancer dans un podcast, c'est comme partir en pèlerinage. On a beau s'y être préparé, quand l'heure est venue de prendre la route, de prendre l'écoute, on se demande si tout cela n'est pas en vain. Et bien sûr que oui, c'est vain. Évincé comme toute idée qui ne produit rien. Évincé comme tout essai qui n'arrive à rien. Évincé comme nous tous bons à rien moins que rien. Lors de notre pèlerinage sur la terre, nous en faisons le constat jour après jour. La vie ne vaut rien, ou presque. Car avec un peu d'esprit et de poésie, on peut retourner les choses. Un peu, de presque rien, mais c'est déjà ça. Oui, sachons nous dire, ou plutôt souchons nous dire que si la vie ne vaut rien, rien ne vaut la vie. Alors, on met son sac à dos pour marcher en vain, mais avec cœur, avec de belles têtes de vainqueurs. On allume son micro pour ne rien dire ou 3 fois rien, ce qui n'est pas rien, mine de rien. On verra bien où ça nous mène, même si ça ne mène à rien, même si ça ne rime à rien, surtout si ça rime à rien. Le voyage sera-t-il épique ou rien? Nul ne le sait, mais pour sûr, ce podcast sera épicurien.